C'est à la fin des années 90 qu'apparaissent les termes d'objets connectés ou encore d'Internet des objets. Ils couvrent aujourd'hui un nombre important et varié d'utilisations dans de très nombreux domaines de la vie quotidienne, comme la domotique, l'électroménager, les montres ou les jouets. Les objets connectés sont définis par la Haute Autorité de Santé comme des dispositifs connectés à l'Internet, pouvant stocker, collecter, traiter et diffuser des données ou pouvant accomplir des actions spécifiques en fonction des informations reçues. Depuis quelques années, ces objets ont investi le milieu de la santé et touchent désormais des domaines comme la télémédecine, la prévention, le maintien à domicile, le suivi d'une maladie chronique à distance ou encore les dossiers médicaux électroniques. 500 millions de personnes dans le monde utiliseraient aujourd'hui des applications de santé sur leur téléphone mobile. Un Français sur 4 a déjà utilisé un objet connecté en santé. Nous nous sommes posé la question suivante. Les objets connectés en santé sont-ils un effet de mode ou un réel bénéfice pour le patient? À travers ce reportage, nous aborderons les objets connectés qui accompagnent le patient au quotidien, les objets connectés au service de la téléconsultation et pour finir, une application mettant en relation le patient et le soignant dans l'urgence. L'utilisation des objets connectés fait l'objet de nombreuses controverses en termes de responsabilité et de protection des données personnelles. Nous soulèverons également ce point. Ainsi, nous sommes allés à la rencontre de différents intervenants, patients, utilisateurs, fabricants, éditeurs et aussi professionnels de santé. Et nous leur avons demandé s'ils se considéraient comme des citoyens 2.0. Complètement. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui vivent avec des dispositifs un peu robotiques au quotidien. Ouais, on est 2.0 complètement. Ouais. 2.0, je sais pas, mais e-santé, c'est quelque chose qui est très développé quand même en Afrique. Oui, 2 voire 3.0. Ah oui. oui, on est dans l'ère du temps, justement, à travers tous les équipements que l'on met en place. Oui, je suis un pharmacien connecté, je suis 2.0 ou 3.0 ou 4.0. Est-ce que je suis un médecin 2.0 ? Absolument pas, à mon sens. Je suis juste un médecin qui vit dans son temps. Il y a des objets connectés aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent aider la médecine, qui ne la remplacent pas, mais qui permettent d'avoir une qualité médicale supérieure. Pour commencer, nous nous sommes intéressés aux objets connectés qui interviennent dans le quotidien du patient, avec tout d'abord le pilulier connecté. Nous nous sommes rendus chez nos voisins belges et nous avons interviewé Thomas Rosard, un pharmacien qui occupe le nouveau poste de manager des services pharmaceutiques depuis 2020, après avoir passé quelques années en officine et au service Care and Quality chez Multipharma. Multipharma est une société belge qui compte environ 250 pharmacies en coopérative et un dépôt de médicaments. En quelques mots, pouvez-vous définir le service SimplyMed ? SimplyMed, c'est un service qui, comme son nom l'indique, veut simplifier la vie des patients polymédiqués chroniques qui sont toujours en autonomie à leur domicile. Donc, ce sont les patients qui prennent au minimum 2 médicaments tous les jours. Pourquoi avez-vous développé le service SimplyMed ? Pour de multiples raisons. La première, on sait qu'il y a une évolution de la démographie avec la population qui est de plus en plus vieillissante, de par l'augmentation de la qualité de vie et de la qualité des soins. Et cette population chronique de plus en plus vieillissante, elle est demandeuse de vouloir maintenir le plus longtemps possible leur autonomie à leur domicile. Et l'autre contexte, c'est un contexte plutôt lié à la santé en général et à l'adhérence médicamenteuse. On sait depuis de nombreuses années que l'adhérence médicamenteuse, qu'on utilise peut-être plus souvent en pharmacie sous le terme de compliance, laisse vraiment à désirer. Un patient chronique sur 2 prend mal ses médicaments. Là-dedans, un contexte qui est lié directement ou indirectement à l'adhérence médicamenteuse, au gaspillage des médicaments. Donc, on a des patients qui viennent acheter des boîtes et qui ne prennent pas leurs médicaments. Et donc, ce sont des boîtes qui sont payées par la société, étant donné qu'il y a un remboursement par la sécurité sociale. Et puis, est venu s'ajouter aussi le contexte du rôle du pharmacien. En 2017, il y a un honoraire qui est arrivé en Belgique, qui est l'honoraire de pharmacien de référence et qui consistait à faire un schéma de médication pour un patient qui rentrait dans une catégorie qui était bien
bien spécifiques, il y a une demande de la part de la population d'avoir plus d'accompagnement de la part de leurs pharmaciens sur la prise des médicaments et sur l'accompagnement au quotidien des médicaments chroniques. Et puis, le dernier contexte, c'est un contexte purement lié à Multipharma. Multipharma était une des premières sociétés à proposer la PMI robotisée en Belgique. On a une grande expertise là-dedans. On livre près de 20 000 lits toutes les semaines pour les homes. Et donc, on a voulu faire profiter notre expertise autour de la PMI robotisée à destination de notre patientèle ambulatoire polymédiquée chronique. Avec le teasing, c'était SimplyMed, vos médicaments à la bonne dose et au bon moment. Pouvez-vous nous présenter le projet SimplyMed ? Les médicaments sont regroupés dans ces sachets individualisés par moment de prise pour une période de 14 jours. Pourquoi pas plus de 14 jours? Il faut savoir qu'il y a un arrêté royal en Belgique datant de 2012 qui traite la PMI et qui limite la production de plus de 14 jours pour des raisons de stabilité des médicaments qui sont enlevés de leur emballage primaire. Les médicaments sont regroupés dans ces sachets individualisés au départ du schéma de médication qui est réalisé par le pharmacien de proximité en collaboration avec son patient et éventuellement avec le médecin généraliste s'il a besoin de plus d'informations. À ça s'ajoute la fameuse boîte connectée qu'on appelle DoseScan, qui est le SimplyMed Premium, où là, on reprend les médicaments aussi qui sont regroupés par moment de prise dans des sachets individualisés, aussi sur base du schéma de médication réalisé par le pharmacien. Et en plus de cela, on met à disposition du patient une boîte connectée qui va sonner pour tous les moments de prise du patient, mais ça va sonner pour les médicaments qui se retrouvent dans les sachets, mais également pour tous les médicaments qui ne sont pas dans les sachets. Donc, si le patient doit prendre pendant une période de 5 jours un antibiotique, à partir du moment où le pharmacien encode ce médicament dans le schéma de médication, la boîte va avoir l'information et va sonner pour le patient. Cette boîte va sonner pendant 1 heure et au bout d'1 heure, si le patient n'a pas appuyé sur le seul bouton disponible sur ce boîtier, un bouton OK, une alerte est envoyée aux proches pour signaler la non-prise des médicaments. Comment le service SimplyMed Premium est mis en place en pharmacie? La seule personne qui intervient dans la médication d'un patient, c'est le pharmacien, qui est finalement la personne centrale dans la médication d'un patient polymédiqué chronique. Afin d'en savoir davantage sur la mise en place du service SimplyMed Premium en pharmacie, nous avons interviewé Malika Serniclaes, une pharmacienne itinérante chez Multipharma. On va enregistrer le patient comme s'il faisait partie d'une institution. Une fois que ça c'est fait, on va juste créer et encoder son schéma de médication avec l'aide de son médecin traitant. Donc, une fois que ça c'est fait, on va devoir encoder ses ordonnances quand on les reçoit. Et en fait, tout est envoyé au centre PMI, donc, qui se situe au dépôt de Multipharma, qui va donc préparer et envoyer un rouleau de médicaments toutes les 2 semaines. Quand le patient n'a plus de médicaments au centre PMI, on va recevoir un mail à la pharmacie qui nous dit quelles boîtes ils n'y ont plus et donc quelles ordonnances on doit à nouveau réencoder pour qu'ils préparent à nouveau ça là-bas. Donc, en fait, toutes les 2 semaines, le patient vient à la pharmacie et vient récupérer son rouleau qu'il peut mettre dans sa boîte. Quel est le profil de vos adhérents? Les profils de nos adhérents, c'est des patients polymédiqués chroniques, tout âge confondu. Il faut évidemment qu'ils soient encore en autonomie. Donc, quelqu'un qui a par exemple un Alzheimer un petit peu poussé et qui ne se souvient pas de ce qu'il a fait les 20 dernières minutes, à ce moment-là, c'est un peu compliqué de lui présenter un SimplyMed. Il y a certaines pathologies pour lesquelles SimplyMed se prête parfaitement, des pathologies pour lesquelles le respect strict de la posologie est essentiel pour éviter d'avoir une dégradation de l'état de santé ou une évolution de la maladie. On a des patients qui sont sous SimplyMed et qui ont 17 ans, et on a des patients qui ont SimplyMed et qui ont 82 ans. Est-ce délicat de proposer ce service à un patient? Délicat, je ne sais pas, je ne dirais pas à un patient en particulier, mais en fait, ça dépend vraiment de la patientèle et du quartier. Donc, par exemple, dans certains quartiers, les patients sont plus précarisés, ils reçoivent souvent des aides sociales et donc ils ne pourraient pas du tout se permettre le coût du service. Ça revient à 1 € par jour à peu près.
Il y a beaucoup de patients qui ne parlent pas le français et dans ce cas-là, c'est compliqué de leur expliquer le fonctionnement. Par contre, dans certains quartiers où les patients connaissent très bien leur pharmacien et leur médecin traitant et où les patients sont plus âgés, je pense que c'est un service qui pourrait bien fonctionner. Quelles sont les craintes des patients? Les craintes, c'est lié au changement. Jusqu'à présent, le patient venait avec son ordonnance, on lui donnait les boîtes et chez lui, il gérait les boîtes lui-même, il prenait ses médicaments. Là, ici, c'est différent. Il vient avec ses ordonnances et il repart pas avec des boîtes, il part avec des rouleaux. Il voit plus la couleur des boîtes, il voit des comprimés qui sont regroupés dans des sachets avec des heures de prise et c'est ça les craintes. Alors la boîte, c'est un petit peu plus compliqué parce que la boîte, c'est la peur de la technologie et on essaie de rassurer les patients aussi sur l'utilisation de la boîte et la technologie, étant donné que cette boîte-là a été développée par une société danoise qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées et qui ont développé une boîte pour qu'elle soit le plus simple possible pour les patients. Donc, c'est un écran qui indique l'heure. Quand ça sonne, il est mis l'heure, il est mis sur l'écran ce que le patient doit prendre et il y a un bouton OK. La boîte, elle ne fonctionne pas sur le Wi-Fi, il n'y a pas besoin de 4G, il n'y a pas besoin de 3G, elle fonctionne sur le réseau téléphonique et elle a une autonomie de 3 jours. En tant que pharmacienne, que pensez-vous de ce service? C'est vraiment une bonne idée. Ça augmente l'autonomie du patient de façon considérable quand même. Donc, ça peut retarder la mise dans une institution du patient. Ça peut rassurer la famille aussi avec le service premium qui lui permet d'envoyer des notifications. Je pense que c'est un service que le pharmacien devrait proposer de toute façon. Malheureusement, on n'a pas le temps en pharmacie de commencer à préparer des piluliers pour tous nos patients qui sont polymédiqués et âgés. Quelles sont les principales craintes et espoirs sur le service et son déploiement? Malheureusement, aujourd'hui, pour les patients, ce service, il est payant pour le patient. Et donc, on avance un peu dans l'inconnu, même si on est persuadé de la plus-value de ce service. Mais voilà, il y a toujours une crainte, c'est qu'au final, l'accueil réservé à ce service par la patientèle ne soit pas au niveau de nos attentes. Les espoirs, c'est que SimplyMed et que la PMI ambulatoire deviennent quelque chose de reconnu par les autorités, que le travail effectué par nos pharmaciens soit reconnu et qu'il y a un honoraire lié à ça. Et donc, par rapport à cela, on a démarré une collaboration avec l'Université de Namur pour démarrer une thèse afin qu'à terme, l'Université de Namur présente aux autorités compétentes un dossier indépendant, protocolé sur la plus-value sur la santé publique de la PMI ambulatoire et qu'une enveloppe soit destinée pour ça et qu'au final, ce ne soit plus à charge du patient, mais à charge de l'INAMI, des mutuelles ou des assurances privées. Après la découverte du service SimplyMed proposé chez Multipharma en Belgique, nous partons à la rencontre de la Valériane, une start-up montpelliéraine créée en 2008 par Roland Sicard. En 2020, la Valériane a lancé le projet TESS, qui comprend le développement d'un pilulier connecté à destination des patients atteints de cancer dans les établissements de santé. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots le projet TESS ? TESS, qui est en fait l'acronyme de Thérapie Smart System, qui va coupler à la fois un logiciel de PRO, donc Patient Report Outcome, et un dispositif de télédispensation des médicaments pour tout patient suivi en thérapie orale. Alors, c'est surtout fait pour des thérapies orales complexes et nécessitant une surveillance, on va dire, importante. Aujourd'hui, il existe un dispositif complet et ultra novateur pour pallier cette distance entre l'équipe de soins et son patient à domicile. TESS est la réponse technologique qui permet de suivre un patient à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette solution améliore la qualité de vie du patient et permet de garder le lien avec l'équipe de soins. Il évite les complications de traitement en assurant la juste dose et donne plus de chances de guérison en évitant les erreurs de prise de médicaments. Où en est le développement du projet TESS ? Le développement industriel est, on va dire, en cours et on est en train de lancer la commercialisation. Donc là, on est en train de déjà commencer à installer les logiciels dans les établissements de santé, puisque le logiciel est prêt. Donc on commence à former les soignants sur d'abord le logiciel.
Et ensuite, au début de l'été, on va avoir les premiers dispositifs dans les mains de patients et de professionnels de santé. Pouvez-vous nous expliquer le projet TESS? Aujourd'hui, on teste déjà des protocoles sur l'oncologie. Donc, l'avantage du logiciel par rapport à tous les autres logiciels du marché, c'est que le soignant ou le praticien peut entièrement paramétrer ses protocoles. Il n'est pas dépendant de l'éditeur informatique. Donc, on a fait une plateforme qui permet vraiment d'avoir une totale autonomie avec des cycles, des alertes qui vont remonter aux patients à telle période du traitement. Également configurer des suivis cliniques, donc des questionnaires qui vont partir à telle ou telle date en fonction de ce que le soignant aura mis en place. Et donc, ça, c'est la partie logicielle, avec bien sûr un volet application sur le téléphone du patient, qui bien sûr a beaucoup moins de fonctionnalités, mais qui permet de remonter un effet indésirable avec un presse-bouton, de répondre au questionnaire, d'avoir son planning avec ses rendez-vous avec ses praticiens. Et tout ça communique en permanence avec un dispositif qui va permettre de délivrer le bon médicament au bon moment et à la bonne dose au patient. Et tout ça en temps réel, avec un ajustement en temps réel. On a d'un côté donc un conditionnement qui est notre conteneur qui va venir être lu dans le dispositif. Donc le dispositif, voilà, c'est un dispositif très petit, qui est totalement électronique, super intelligent, qui a autant d'intelligence que les smartphones d'aujourd'hui, avec une lecture d'empreinte digitale pour reconnaître que c'est le bon patient. On peut même ajouter jusqu'à 6 personnes. Donc, si jamais c'est une personne âgée qui a un aidant à domicile, il va pouvoir prendre le relais sur le patient et venir récupérer le médicament pour lui donner. Donc, il y a un aspect sécurisé. Donc, on a le conteneur qui est ici, voilà la forme du conteneur qui vient s'insérer dans le dispositif. Et en fait, le dispositif va, à l'heure de la prise, appeler le bon conteneur avec la bonne molécule à l'intérieur et surtout la bonne dose et permettre au patient de prendre son médicament de façon sécurisée, peu importe où il se trouve. Et surtout, bon là, c'est une maquette, elle est toute blanche, mais on a fait un design qui est très sympa. Et bien sûr, du coup, le fait que ce soit mobile, le patient peut l'emporter avec lui en voyage. On a une intelligence à l'intérieur qui va s'adapter au fuseau horaire dans lequel il se trouve automatiquement. Est-ce que ce service va avoir un coût pour le patient? Alors pour le moment, le modèle économique qu'on a imaginé, c'est l'hôpital qui en prend la charge. Et en fait, comme quand il met un dispositif du type Doppler à disposition des patients, nos dispositifs sont réutilisables, réaffectables et stérilisables en fait. Et c'est un parc en fait de location. Donc c'est plutôt l'hôpital qui, dans un premier temps, serait payeur. Mais aujourd'hui, avec l'économie du médicament qu'on génère, et également avec, surtout pour le marché français, il y a beaucoup d'aides pour la télémédecine actuellement de la part de l'État. Le projet s'autofinance et même génère de la recette à l'établissement qui préconise le dispositif. Quelles sont les craintes par rapport au développement de ce projet? Là où on a eu le plus de craintes, c'est surtout sur l'industrialisation. C'est là où c'est le plus compliqué. On a déjà investi beaucoup d'argent dans ce projet. Ça fait 5 ans qu'on fait de la R&D. Des brevets ont été déposés. Également, on continue d'en poser des nouveaux, parce que on est en train de vraiment bétonner à 100% et surtout continuer d'innover autour de ce dispositif en apportant des fonctionnalités nouvelles. Comment voyez-vous l'avenir du projet TESS? L'avenir, on le voit plutôt bien, puisque en France, on commence à avoir les premiers établissements testeurs, donc on est quand même encore dans des phases de test. On a des laboratoires pharmaceutiques qui s'intéressent fortement au dispositif et qui aimeraient pouvoir ajouter leurs molécules en combinaison avec le dispositif pour avoir une meilleure observance de la part des patients, beaucoup moins d'effets indésirables. Et surtout, on a un développement international qui est en train de se créer. Le pilulier connecté peut faciliter la prise des médicaments, augmenter l'observance thérapeutique et rassurer les familles de patients. Nous nous sommes intéressés à un autre objet connecté qui améliore la qualité de vie. Il s'agit de la pompe à insuline connectée, à destination des patients diabétiques de type 1 devant trouver un traitement adéquat. Coralie est une jeune femme diabétique. Elle a déclaré son diabète de type 1 à l'âge de 9 ans et le vit au quotidien depuis 16 ans. Son compte Instagram, Coco & Podi, suivi par des milliers d'abonnés, lui permet de partager son expérience et d'accompagner des patients diabétiques. Aujourd'hui, porteuse d'une pompe à insuline connectée, elle a connu le parcours classique des diabétiques. Seringue d'insuline, stylo-injecteur, contrôle capillaire pluriquotidien de la glycémie. Qu'est-ce que le diabète de type 1 ?
Alors, le diabète de type 1, c'est une insuffisance hormonale dans le sens où c'est le pancréas qui est incapable de produire une hormone qui s'appelle l'insuline. Donc ça, c'est le diabète de type 1. On entend parler surtout du diabète de type 2, où là, en fait, le pancréas, je dirais, est fatigué, donc il produit toujours de l'insuline, mais il faut venir le stimuler. Tandis que dans le type 1, le pancréas n'a plus du tout la capacité de produire l'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone qui va venir réguler le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Cette régulation, elle est faite par moi. Donc, je dis souvent que les personnes normales sont en mode automatique, tandis qu'un diabétique de type 1 est en mode manuel. Donc, c'est vraiment un arbitrage quotidien entre glycémie, glucides ingérés et insuline à injecter. Il y a des tas d'autres facteurs qui jouent sur la glycémie. Le stress, toutes sortes d'émotions, hein, la joie, la tristesse, l'activité physique, évidemment. Comment mesurez-vous votre glycémie? La grande révolution, ça a été l'arrivée du freestyle libre, donc c'est ceci, et donc qui est connecté à un petit capteur que j'ai sur le bras. Et au lieu de me piquer le bout du doigt, de mettre ma gouttelette de sang et d'avoir un taux de sucre à l'instant T, j'ai simplement à prendre mon dispositif, je le flash, et j'ai mon taux de sucre tout de suite. Et ce qui est super bien, c'est que vous avez la flèche de tendance qui m'indique tout simplement donc là je suis à 0,80, est-ce que je suis stable, est-ce que mon taux de sucre est en train de baisser ou est-ce que mon taux de sucre est en train d'augmenter. Et ça, c'est hyper important puisque avant, quand je me piquais le bout du doigt, si je voyais 0,80, je pouvais me dire, ah mince, je vais faire une hypoglycémie. Donc c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ça, mais on est censé être toujours entre 1,20 g et 1,80 g pour une personne diabétique. En dessous de 0,80, on tombe en hypoglycémie, il faut se resucrer pour éviter tout simplement de se sentir pas bien ou faire un coma. Et en hyperglycémie, donc là c'est au-dessus de 1,80, où là il faut envoyer de l'insuline pour combattre le sucre qui est trop important dans le sang. Et donc avant, quand je me piquais au bout du doigt, je voyais 1,80, j'avais tendance à me resucrer. Or là, je vois que la flèche est stable et il n'y a aucun besoin de se resucrer puisque l'hypoglycémie n'est pas là. Donc ça, c'est pour la prise du taux de sucre. Comment fonctionne votre pompe à insuline? Pour faire simple, la pompe à insuline, donc c'est ce que j'ai ici, c'est un espèce de réservoir que je change tous les 3 jours et que je remplis tout simplement du petit liquide que j'ai dans la piqûre. J'ai le même ici. La grande différence, c'est que ça coule en permanence. Tout simplement, l'insuline est injectée en permanence, donc ça se rapproche beaucoup plus du pancréas et de sa fonction naturelle finalement, puisqu'il coule en permanence. Et j'ai besoin que d'insuline rapide, puisqu'elle est là tout le temps. Et ce petit boîtier-là est connecté à un espèce de téléphone qui fonctionne en Bluetooth. Vous voyez l'écran d'accueil. Quand je fais un bolus, j'appuie juste ici. Donc, je renseigne la quantité de sucre que je vais manger, je renseigne la glycémie à laquelle je suis et il va me calculer la dose à injecter. J'appuie sur valider et ça envoie directement grâce à mon petit boîtier. Et tous ces réglages, évidemment, ont été faits avec les professionnels de santé. Quels sont les avantages de votre pompe à insuline? Quand on parle d'injection, c'est avant chaque repas, donc c'est 5 fois par jour. C'est matin, midi, goûter, soir, avant de se coucher. Donc ça fait beaucoup d'injections, c'est pas pratique. Quand vous êtes avec des amis, quand vous êtes en famille, il faut toujours s'éloigner pour faire la piqûre. Alors qu'avec la pompe à insuline, j'ai juste à appuyer sur valider et l'insuline s'envoie. Ça permet un calibrage beaucoup plus précis puisque dans la pompe, j'ai une dose à chaque heure. Donc, si je vois que mon corps, par exemple, a besoin de plus d'insuline avant de 4 heures à 8 heures du matin, j'ai cette possibilité de faire des tranches horaires, une possibilité que je n'ai pas du tout sous stylo. Est-ce qu'il existe des pompes à insuline plus évoluées que celles que vous portez? Aujourd'hui, le lien, c'est moi qui le fais entre les deux. C'est-à-dire que je prends mon taux de sucre, je renseigne ce taux de sucre dans la pompe et j'injecte. C'est moi qui décide de la dose. On va vers encore plus de connexion en fait, et plus de technologie puisque la grande prochaine étape et ce sur quoi les essais cliniques sont actuellement en train d'être faits, c'est ce qu'on appelle la boucle fermée. C'est-à-dire que le capteur va donner directement l'information du taux de sucre à la pompe à insuline et la pompe va adapter automatiquement le débit.
Nous avons rencontré un patient qui a participé à un essai clinique et ses parents. Dans le cadre de cet essai, qui a duré plus d'1 an et qui s'est terminé en novembre 2020, il a obtenu une pompe à insuline connectée à boucle fermée. Pouvez-vous vous présenter ? Moi, c'est Maxence. J'ai 13 ans, je suis en 5e. J'ai un diabète de type 1. Je suis Marc Hanoër, je suis le papa de Maxence. Moi, je suis Alice, donc je suis la maman de Maxence. Elle est tombée dans le diabète de type 1 il y a 8 ans. Et depuis ce temps-là, on accompagne Maxence au quotidien. Maxence, peux-tu nous montrer ta pompe à insuline ? Ça, c'est sa pompe. Voilà. Et le capteur, donc on le change tous les 6 jours. Et la pompe, on la remplit tous les 3 jours. On change le cathéter tous les 3 jours. Dans le bouclier, c'est la glycémie en fait qui est affichée. Comment fonctionne cette pompe à boucle fermée ? Le système que vous voyez où il y avait effectivement un petit bouclier bleu, en fait, ça signifie qu'elle fonctionne en mode totalement automatique. Avec ce système de pompe, le capteur envoie directement les données à la pompe qui s'adapte toute seule en fait, en fonction de ces informations-là, au niveau du débit d'insuline qu'elle produit pour Maxence. C'est une pompe qui peut évidemment se débrayer, elle peut être utilisée comme une pompe à insuline plus classique, où on doit paramétrer soi-même tout un tas d'éléments. Cette pompe est-elle entièrement autonome ? Chaque repas, il compte ses glucides. Ça, c'est toujours indispensable parce que la pompe, elle va envoyer la bonne quantité d'insuline en fonction de la quantité de glucides qu'il va manger. Étant donné que le taux d'insuline est injecté automatiquement en fonction de la glycémie, à quelle fréquence le capteur doit-il être calibré ? Avec le système qu'il a effectivement en boucle maintenant, il faut que le capteur soit calibré régulièrement et donc il doit faire 3 capillaires par jour. Qu'est-ce qui a changé pour Maxence au niveau des injections d'insuline ? Donc il est passé de 5 à 6, voire des fois 7 piqûres par jour à 1 tous les 3 jours. Les piqûres là consistant en fait au changement de capteur. Donc, il y a effectivement une petite aiguille qui va faire servir de guide fil pour le capteur et puis le changement effectivement de cathé puisque la pompe est filaire. Cette pompe améliore-t-elle la stabilité de la glycémie de Maxence ? Alors, d'un point de vue thérapeutique, c'est vrai que c'est une véritable avancée parce que comme elle a un mode d'ajustement automatique très rapide du fait de son algorithme d'intelligence artificielle, la glycémie donc déjà bien plus stabilisée dans le temps, ça s'adapte aussi bien parce qu'il y a un système qui permet donc à la pompe de s'arrêter avant l'hypoglycémie. La pompe aussi anticipe ces montées d'hyperglycémie et va commencer à ajuster son débit et à l'augmenter en fonction de ça. Donc ça, c'est assez efficace. Et donc il y a moins d'hyper, moins d'hypo et en tout cas, elle dure moins longtemps aussi. Donc la stabilité globale est bien améliorée. Qu'est-ce que cette pompe vous a apporté au quotidien ? Une vraie amélioration de la qualité de vie. Enfin, voilà, c'est sûr que nous, on a vraiment vu le diabète repasser au second plan. C'est vrai que l'avancée technologique a été quand même très, très importante pour ça. Cette pompe à insuline présente-t-elle des inconvénients ? Je dirais que c'est pas la pompe, c'est le diabète en soi qui est là. Donc finalement, il faut changer les cathéters régulièrement. La pompe, il faut changer la pile. On est quand même dépendant du matériel pour que tout se passe bien. Si elle tombe en panne, on passe aux injections, quoi. Enfin, il y a toujours un système de remplacement, mais après, trouver un autre inconvénient quand on est passé par 7 ans de piqûres, finalement, non. Maxence, as-tu eu des réticences ? Alors, au début, je la voulais pas. Mais après, dès que j'ai essayé, ça m'a plu. Avez-vous exprimé des craintes à l'adoption de votre pompe ? Oui, parce que j'avais vraiment une crainte, c'est d'avoir quelque chose sur moi en permanence. Et j'avais pas de crainte par rapport au système en lui-même, puisque il n'y a pas les données sont pas partagées, elles sont simplement partagées au moment des rendez-vous médicaux quand ma diabétologue vient brancher tout simplement un câble pour avoir accès à mes données. Et ça aussi, dans les prochaines générations, donc les boucles fermées, je sais qu'il y aura cette possibilité de partager ces données. Cette pompe est-elle déjà prise en charge par l'assurance maladie ? La pompe, elle est elle-même remboursée par la sécurité sociale parce que c'est déjà une pompe qui est sur le marché. Et derrière, ce qui n'est pas pris en charge par la Sécu, c'est le capteur. Et du coup, tout le système de connexion entre le capteur et la pompe. Donc, pour l'instant, c'est encore le labo qui nous fournit les capteurs.
en attendant qu'il y ait un accord au niveau des tarifs avec la Sécu. La pompe et le capteur que porte Coralie sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Mais les compléments qu'elle utilise afin de rendre son quotidien plus confortable et qu'elle va nous présenter maintenant restent entièrement à la charge du patient. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des systèmes complémentaires qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et qui sont considérés comme un confort que je peux ajouter pour avoir encore plus de connectivité. Donc, par exemple, ça s'appelle un Bubble. Et il y a une autre version qui est très connue, le Miao Miao. Et en fait, c'est quelque chose que vous venez ajouter à votre lecteur de glycémie comme ça. Et ça va faire la connexion entre mon capteur et mon téléphone. Et ça me permet d'avoir ma glycémie en continu sans que j'ai à faire ce geste de flash. Cette petite addition-là va relever automatiquement mon taux de sucre et va envoyer la donnée à mon téléphone. C'est ce système-là qui va sonner si je suis en hypoglycémie ou en hyperglycémie. Donc, c'est moi qui règle la tranche. Maintenant, j'ai quand même une application téléphone qui me permet de remplacer le petit boîtier. Et je peux tout simplement aussi me scanner, hop, je vous montre avec mon téléphone. Et là aussi, j'ai ma glycémie. Nous l'avons donc compris, la connectivité des pompes à insuline est déjà bien présente. Les essais cliniques ont démontré que cette technologie était fiable et améliorait la qualité de vie des patients diabétiques. Mais la diabétologie n'est pas la seule spécialité à utiliser des solutions innovantes et connectées. C'est le cas de la cardiologie et plus particulièrement de la télécardiologie. Bruno Antunes, cardiologue libéral à Caen depuis 7 ans, propose à ses patients des solutions pour enregistrer leur électrocardiogramme et leur tension à distance, par le biais de divers objets connectés afin d'assurer un meilleur suivi. Aujourd'hui, près d'un quart de ces patients possèdent une montre connectée. Dans quel cas recommandez-vous à vos patients l'utilisation d'objets connectés en cardiologie ? Globalement, en cardiologie, on a plusieurs symptômes. La plupart des motifs de consultation, c'est soit des douleurs thoraciques, mais malheureusement, on ne peut pas prévoir vraiment d'objets connectés pour cette utilisation-là. L'autre motif fréquent de consultation, après, ce sont les palpitations. Donc, palpitations, c'est des sensations désagréables de battement au niveau du cœur. Et c'est quelque chose qui est très subjectif et malheureusement, qui survient de façon très ponctuelle et fugace. Donc, souvent, quand on voit les patients, voire quelques mois, voire quelques années, en fonction du délai de consultation, ils n'ont plus les symptômes. Donc, à ce moment-là, on essaie de proposer et de conseiller aux patients l'acquisition d'un objet, en fait, type soit Apple Watch, soit un détecteur d'événements pour qu'ils puissent enregistrer directement l'électrocardiogramme au moment de leurs symptômes. Pouvez-vous nous présenter ces objets connectés ? Le premier, donc, c'est une Apple Watch pour faire un électrocardiogramme de dérivation. C'est simple, en fait, on a un capteur qui est au niveau du poignet et un capteur au niveau de la couronne. Et donc, on lance l'application ECG et pendant 30 secondes, en fait, ça va faire l'acquisition. Alors, on va essayer de bien montrer. Donc, je mets mon doigt dessus et je lance l'électrocardiogramme. Donc, pendant 25 secondes, là, ça va encore continuer. Et après, en fait, ça tombe bien, il y a une extrasystole en même temps. Ça va permettre de le voir sur le tracé. Donc, une fois qu'il a fini l'enregistrement, il va envoyer ça sur le téléphone et après avec un fichier PDF. Et ce fichier PDF-là va pouvoir être par la suite partagé et envoyé au médecin. Et donc là, par exemple, on a sur l'iPhone directement, on a un bouton pour exporter pour le médecin. Et donc, je vais mettre comme ça. Et après, en fait, on a accès directement au tracé sur 30 secondes, où là, par exemple, j'ai certains patients qui vont dire que à ce moment-là, ici, quand il y a un battement comme ça, c'est une extrasystole, et certains peuvent décrire ça comme des palpitations. L'autre possibilité pour ceux qui n'ont pas forcément d'Apple Watch, c'est d'avoir cet objet-là que je prête aux patients. Donc ça s'appelle un Cardia. Donc ça, c'est un appareil qui coûte une centaine d'euros, que j'ai même commandé sur Amazon. Et c'est assez simple, c'est pareil, l'utilisation. Donc, on a une application dédiée sur le smartphone, pas forcément que iPhone, ça peut être Android. On lance l'application Cardia. Donc, on appuie ici pour faire le tracé. Après, on met les deux doigts ici, donc pendant 30 secondes. À la fin de l'enregistrement, en fait, il va envoyer l'électrocardiogramme et on va avoir la même chose, le même électrocardiogramme que tout à l'heure, directement en PDF. Et après, on peut l'envoyer directement à son médecin traitant.
et on a un tracé comme ça assez simple. À quel type de patients sont-ils réservés? Il faut qu'il y ait des patients qui ont un téléphone récent, donc un smartphone, mais il faut déjà qu'ils puissent se servir des applications du téléphone. Donc c'est vrai que par expérience, plus de 70 ans, c'est compliqué. Donc je dirais globalement de 15 ans à 70 ans pour la plupart. C'est assez facile d'utilisation et donc assez reproductible. Après, il y a une autre possibilité d'un autre objet que je ne vous ai pas encore parlé. C'est par exemple un tensiomètre connecté qui s'appelle le BPM Core, qui lui, en fait, peut être utilisé par exemple pour les enfants de personnes âgées, où en fait, c'est un tensiomètre qui regroupe tout, qui fait l'électrocardiogramme, qui peut faire stéthoscope aussi, et prendre la tension et tout envoyer via une application. Quel est l'intérêt de ces objets connectés? Par exemple, ici, en Normandie, je suis dans une zone un petit peu de désert médical, donc malheureusement, l'accès au cardiologue est difficile. L'intérêt principal des objets connectés, voilà, ça va être suivre à distance la fréquence cardiaque et après, pour certains tensiomètres, par exemple, de pouvoir suivre la tension et de les envoyer à distance à travers une application. Ça, c'est une possibilité aussi comme ça. Certains patients ont-ils exprimé des craintes? Pas du tout, au contraire. Par rapport à ces interrogations-là, les patients sont plutôt ravis en fait d'avoir des objets qui vont permettre vraiment au quotidien de les suivre et donc au final de pouvoir objectiver leurs symptômes. Parce que la plupart des patients, quand ils ont des palpitations par exemple, malheureusement, au bout de quelques consultations, on leur dit à chaque fois que tout est normal, ils commencent à se poser des questions sur la véracité de leurs symptômes. Tracer à ce moment-là leur permet de donner de la confiance et au final, donc, améliore un peu la relation médecin-malade. Par rapport à la déshumanisation, pas du tout, parce que vraiment, là, on est sur une relation personnalisée, en fait, avec le médecin, avec un envoi spécifique par mail ou par téléphone directement quand on a des symptômes. Vos patients bénéficient-ils d'un remboursement pour ces objets connectés? Tous ces dispositifs-là, non, ne relèvent pas, en fait, de prise en charge par la Sécu. Il y a un matériel un peu invasif qui peut, lui, être pris en charge par la Sécu, mais qui s'appelle en fait un Reveal, qui est un holter en fait implantable, qui fait la taille d'une petite clé USB, qu'on réserve pour les patients en fait, qui ont des symptômes très graves, des syncopes inexpliquées, où on leur implante à ce moment-là sous la peau, et c'est une durée de vie de 2-3 ans, et à ce moment-là, ça, c'est pris en charge par la Sécu, et on peut avoir des télésuivis à distance, mais tout ce qui est Apple Watch ou électrocardiogramme connecté ou tensiomètre connecté n'est pas pris en charge par la Sécu. Quels sont les freins liés à la télécardiologie? La télécardiologie, c'est vraiment alerter à distance d'un problème qui survient, par exemple même sur les pacemakers, les défibrillateurs, des emballements du cœur. À ce moment-là, l'appareil peut prévenir qu'il y a un problème. Après, c'est toujours aussi le souci de est-ce qu'il y aura quelqu'un pour relayer cette alerte donnée, parce que souvent, on n'est pas connecté 24 heures sur 24, on a une vie à côté. Et c'est vrai que si on reçoit une alerte à 23 heures ou à minuit d'un patient dont le cœur s'est emballé, bah, comment on fait en pratique? C'est vrai qu'on ne peut pas être tenu pour responsable qu'il y ait eu une mort subite chez un patient, tout ça parce qu'il y a de la télécardiologie derrière. Et donc, il y a tout ce problème-là par la suite à régler aussi. On a plein d'informations pour les patients, mais est-ce qu'on a assez de personnes pour trier ces informations et pour pouvoir prendre celles qui sont pertinentes pour soigner au mieux les patients? À travers ces différents exemples, nous avons plusieurs objets connectés qui accompagnent les patients au quotidien. Nous allons maintenant voir qu'il existe des objets connectés au service de la téléconsultation, mettant en lien patients et professionnels de santé à distance. L'entreprise parisienne Medadom, cofondée en 2017 par le docteur Mimouni, est en pleine expansion. Elle propose déjà plus de 1000 bornes ou cabines de téléconsultation sur le territoire national. À la différence des bornes, la cabine est une zone de confidentialité à elle seule. Pouvez-vous présenter Medadom et pourquoi avez-vous créé ce service? Medadom, on est parti d'un triple constat. Le premier, difficulté d'accès aux soins. Deuxième, l'engorgement des urgences. Et le troisième, c'est plutôt un constat médical qui est de se dire finalement, les jeunes médecins avaient souhaité avoir un nouveau mode d'exercice, une nouvelle façon d'exercer pour répondre à ce triple constat. Donc, proposer et apporter aux professionnels de santé la possibilité de prendre en charge des patients en téléconsultation. Donc, Medadom, c'est une plateforme qui propose de la téléconsultation pour des patients. Donc, ce sont des bornes et cabines de téléconsultation qui, elles, sont composées de 6 objets connectés. Il y a le thermomètre,
très simplement pour prendre la température, ce qui est assez important dans la période Covid. Il y a un saturomètre aussi qui va pas mal aider au diagnostic, notamment lorsque le patient va avoir une dyspnée importante et une nécessité voilà, de réaliser un diagnostic concernant sa désaturation et son orientation parfois vers le service des urgences. Il y a également un tensiomètre. Et ensuite, on a trois objets, l'autoscope, le dermatoscope et le stéthoscope, qui, eux, sont vraiment connectés en direct au médecin téléconsultant. Et l'autoscope va permettre d'observer le tympan de l'oreille. On insère directement dans l'oreille et puis on peut aller jusqu'à à la fin de l'oreille externe. Et ensuite, on a le dermatoscope qui permet d'observer les lésions cutanées, donc les papules, les pustules. Et ensuite, le stéthoscope qui va permettre d'écouter les bruits du cœur et l'auscultation pulmonaire, à savoir les sibilants, les crépitants aux bases des patients. Ces objets vont permettre de prendre en charge le patient à distance et d'être pilotés par le médecin à distance pour affiner et apporter un diagnostic beaucoup plus précis dans la prise en charge médicale. Qu'est-ce que le label French Tech 120 ? C'est un label qui est délivré par le gouvernement et qui référence finalement les 120 entreprises du digital, les 120 entreprises prometteuses. Et donc, on fait partie de cette promotion qui est la deuxième promotion du French Tech 120. Comment la téléconsultation via Medadom est-elle prise en charge ? Medadom, la particularité de notre plateforme, c'est que nous avons des partenariats avec des établissements de santé qui proposent à des médecins de réaliser des téléconsultations via la plateforme Medadom. Et ce qui va nous permettre en fait d'avoir une couverture médicale et d'assurer finalement cette permanence médicale, 7 jours sur 7, de 9h à 22h. Et in fine, ce qui va permettre à ces établissements de santé de réaliser le tiers payant donc le tiers payant généralisé aujourd'hui, parce qu'on est dans un cadre exceptionnel avec le cas Covid, et pour le patient malade qui est pris en charge en téléconsultation. Quel est le profil des médecins qui collaborent avec Medadom ? Donc aujourd'hui, ce sont des libéraux et des salariés, ce sont des médecins généralistes, et très prochainement, nous allons avoir sur la plateforme et proposer à des médecins spécialistes la possibilité de prendre en charge des patients. Combien sont-ils aujourd'hui ? Ils sont plus de 100 médecins référencés sur la plateforme Medadom. Où sont-ils ? Où sont ces médecins ? Donc, ces médecins sont affiliés à des établissements de santé sur le territoire national et donc sont dans des établissements de santé parfois où, lorsqu'ils le souhaitent et en convention avec leur établissement de santé, peuvent être chez eux dans un espace sécurisé et de confidentialité qui va permettre la réalisation de l'acte médical. Comment sont réparties les bornes et les cabines de téléconsultation sur le territoire national ? Les bornes, elles ont leur place un peu partout, hein. La seule chose, c'est qu'on est conditionné à avoir sur place un référent qui soit capable d'accompagner les gens non autonomes ou qui ont des questions pour faire des téléconsultations et aussi pour entretenir l'hygiène de la cabine ou de la borne. Ces bornes et cabines de téléconsultation sont déployées dans les officines, les mairies, les entreprises et autres structures dans lesquelles nous nous sommes rendus. Pourquoi avez-vous installé la borne dans votre officine ? Voilà, je suis pharmacien en milieu rural et j'essaie de, en quelque sorte, dynamiser mon territoire en proposant des solutions aux habitants pour répondre à leurs besoins quotidiens en termes de soins, de santé, etc. Avez-vous bénéficié de subventions ? Oui, on a reçu des subventions sous forme de ROS et de la CPM. Donc, oui, c'est quelque chose qui est bienvenu, quoi. Nous aussi, économiquement, on ne peut pas investir dans quelque chose dont on ne sait vraiment pas si ça va marcher. Au début, on a des doutes. Et le fait qu'il y ait cette subvention, cette incitation, en fait, on lève le frein, la peur de l'investissement. Avez-vous eu d'autres craintes avant l'installation de cette borne ? On a des craintes, on se demande comment vont les prendre les médecins autour, comment la population va réagir, est-ce qu'elle est prête à avoir quelqu'un à distance. On se pose vraiment des tas de questions. Dès que je me suis lancé, j'ai informé bien sûr les médecins du camp et j'ai pris la décision de le faire. Donc la moitié de ces médecins autour de ma commune en fait
un peu contre l'idée de la télémédecine. Et l'autre moitié sont peut-être des jeunes un peu plus ouverts, un peu plus, voilà, ils l'ont bien accueilli. Je ne suis pas en train de les piquer les clients, mais je ne réponds qu'à une demande. L'autre frein, ça a été la population. En fait, elle était prête à la télémédecine. Et visiblement, moi, j'étais étonné, en fait, quel que soit l'âge, les mamans pour leurs enfants, les grands-parents, les personnes de 70 ans, on leur met devant un ordinateur, en fait. Si c'est actif, si c'est intuitif, ça va tout seul, en fait. Quels sont les freins pour les patients? Les réticences, finalement, les freins et les réticences pour les utilisateurs, ce serait plutôt de se dire, mais finalement, est-ce que le soin qui va être délivré va être un soin de qualité? Et ça, c'est toute notre gage chez Medadom et notre philosophie, c'est d'apporter du soin de qualité pour les patients qui téléconsultent. Et les dispositifs médicaux, vous l'avez bien sûr évoqué, c'est extrêmement important parce que ça va permettre d'apporter des informations supplémentaires pour le médecin et donc d'augmenter son niveau de diagnostic et la fiabilité du diagnostic à distance. Que pensez-vous de la fiabilité du diagnostic? Les médecins, même s'ils sont à distance, en fait, c'est des médecins très, très bien formés sur la télémédecine. En fait, ils savent où s'arrêter. S'ils ne sont pas à 100% sûrs, en fait, conseille d'aller voir le médecin traitant ou un médecin physiquement. Jusqu'à maintenant, c'est 100% de réussite, 100% de fiable, en fait. Est-ce qu'il est possible pour un patient d'avoir un suivi avec le même médecin? À date, Medadom est une plateforme de téléconsultation spécialisée en soins non programmés. Donc, c'est l'inverse de la pathologie chronique. On est plutôt sur de la pathologie aiguë, voire de la pathologie aiguë bénigne. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de retrouver le même médecin sur la plateforme Medadom si vous avez déjà consulté au préalable. Néanmoins, en tant que patient, vous avez quand même un historique que le médecin suivant pourra éventuellement consulter. Est-ce qu'il y a eu des craintes de la part des patients vis-à-vis de la protection des données? Et je pense qu'il y a une certaine confiance naturelle du pharmacien qui fait qu'ils savent que les données qu'ils nous confient, en fait, ne sont pas utilisées n'importe comment. Et nous, on a des prestataires qui sont accrédités et il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, non, c'est dans un esprit de confiance et de progression. Le service qui est rendu lève pratiquement tous les doutes que les gens peuvent avoir. Quels sont les avantages pour les patients? Les avantages pour les patients, on l'a dit, c'est d'avoir accès à un médecin en moins de 10 minutes, là où il se trouve, sur l'ensemble du territoire national, avec un médecin de qualité et finalement un diagnostic qui soit le plus simple possible pour la téléconsultation. Des résidences pour seniors commencent également à être équipées des bornes et cabines de téléconsultation Medadom. Pourquoi avez-vous mis en place cette borne? On est la première résidence à avoir été dotée de cette borne de télémédecine qui fait face justement à une désertification médicale. Et puis aussi, c'est une manière de pouvoir répondre sans avoir à engorger les urgences médicales, de pouvoir donner une réponse immédiate sur de la médecine d'appoint. Est-ce qu'il y a eu des craintes suite à l'installation de cette borne? C'est très rassurant pour les résidents et pour la famille, et j'ai même envie de dire d'abord pour la famille, de savoir que son proche peut être mis en relation de manière quasi instantanée avec un médecin. Donc on répond complètement à une demande qui n'était pas identifiée en tant que telle, puisque ça n'existait pas. Nous avons eu l'occasion de rencontrer un résident à Calais. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Gérard, j'ai 84 ans. Je suis chez Domitis depuis le 1er octobre 2019, pratiquement 8 jours après l'ouverture. Avez-vous déjà utilisé la borne Medadom? J'ai eu l'occasion d'utiliser cette borne il y a 15 jours, 3 semaines, m'étant retrouvé avec un peu d'hypertension. Comment fonctionne la borne Medadom? Carte vitale qui vient là. Et la liaison se fait donc automatiquement dès que l'on a appuyé sur l'écran, puisque c'est un écran tactile. Dès qu'on a appuyé sur l'écran, on a dans les 10 ou 15 minutes qui suivent, il y a d'ailleurs un timing qui se déroule, qui vous explique que dans 4 minutes, dans 3 minutes, et voilà, le docteur est là. J'ai pris ma tension,
j'ai vérifié la saturation au point de vue oxygène et la température. Et au bout d'une dizaine de minutes, j'avais une doctoresse, un docteur qui est en face de moi, avec qui j'ai pu m'exprimer, ayant ici le casque et la possibilité de dialoguer avec elle. En 10 minutes, un quart d'heure facilement, on a pu régler la situation, savoir qu'il n'y avait pas aucune urgence. Et elle m'a conseillé de prendre un médicament différent de celui que je prenais pour maintenir une tension normale, quoi. Et le médecin traitant reçoit, lui, un compte-rendu directement. Vous avez une imprimante là à côté. D'accord. Après la consultation, j'ai eu 2 ordonnances, une pour un bilan sanguin, une pour un bilan urinaire et une pour la pharmacie. Pourquoi avez-vous utilisé cette borne? N'avez-vous pas de médecin traitant? J'ai un médecin traitement régulier. J'y suis venu parce que c'était un samedi et que je n'avais pas la possibilité de contacter mon médecin. Est-ce que la borne est facile à utiliser? C'est d'une grande simplicité, hein. Et le personnel est là. Donc ils sont là pour vous aider à prendre la tension, votre température, ces éléments-là. Comme nous venons de le voir, les objets connectés sont un atout majeur pour la téléconsultation et le rôle du patient se voit renforcé dans son parcours de soins. Par ailleurs, il existe également une application pour smartphone qui met en relation le patient et le soignant dans l'urgence. En effet, l'application Sauve Life transforme de simples citoyens en sauveteurs secouristes volontaires auprès de victimes d'arrêt cardiaque. Cette application, développée en collaboration avec le SAMU, vise à initier le plus rapidement possible les gestes de survie avant même l'arrivée des secours dans une situation où chaque minute compte. Grâce à la création des défibrillateurs, puis à leur déploiement sur l'ensemble du territoire à proximité de chaque citoyen, le taux de reprise d'activité circulatoire spontanée est passé de 2 à 35% en un peu plus de 20 ans. Sauve Life, c'est 490 000 citoyens sauveteurs, une couverture de près de 60 départements et 230 cœurs repartis depuis sa création le 13 mars 2018. Nous avons ainsi interviewé le médecin urgentiste Lionel Lameau, président de l'association et cofondateur de l'application Sauve Life, ainsi que le docteur Patrick Goldstein, chef de pôle des urgences du CHU de Lille. Pourquoi avez-vous créé Sauve Life? Pourquoi Sauve Life? Sauve Life, c'est développé déjà par une association, loi 1901, à but non lucratif. Ça, c'est un point qui est fondamental. Sauve Life, pourquoi on l'a créé? C'est que ça vient d'une constatation. Moi, j'ai toujours travaillé sur l'arrêt cardiaque. Il faut que le massage cardiaque soit débuté extrêmement vite après l'arrêt cardiaque, car quand le cœur s'arrête, il n'y a plus d'alimentation vers le cerveau. Et en 3 minutes, le cerveau commence à avoir des séquelles. En gros, on dit que classiquement, 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Les secours professionnels, pompiers, SAMU, vont arriver en moyenne en France en 13 minutes. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas un citoyen qui agit, il n'y a plus d'espoir de sauver les gens. Avez-vous bénéficié de subventions? En termes de financement, on a fait appel qu'à des fonds privés aujourd'hui. Ce ne sont que des mécènes qui sont là. On a le groupe Citricaire Patriote, on a les Galeries Lafayette, on a Ranka. Pour la petite histoire, c'était Hubert qui nous avait beaucoup aidé au départ parce qu'il y avait aussi une aide technologique. Mais pour répondre plus précisément en termes d'aide publique, nous n'avons eu aucun fonds public à ce jour. Aucun financement au niveau ministériel, aucun financement au niveau des CEPAM ou d'autres types de financements comme ça. C'est vraiment du fonds privé uniquement pour l'instant. Que se passe-t-il quand vous recevez un appel au SAMU? Quand vous avez un opérateur du SAMU qui détecte un arrêt cardiaque, il se lève et il fait Sauve Life. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui va déclencher Sauve Life à ses collègues pour gagner du temps. Comment fonctionne concrètement cette application? Je suis inscrit sur Sauve Life, d'accord? Puis moi, j'ai rien de plus à faire. Donc je suis là, vous voyez, je suis localisé. Si je vois quelque chose déjà, je suis témoin de quelque chose. Moi, j'appuie là-dessus, ça va appeler le SAMU et ça va immédiatement localiser l'endroit où je suis. Vous avez 2 personnes, vous avez quelqu'un comme moi qui est à proximité immédiate. On va lui demander de se rendre immédiatement sur place pour faire le massage cardiaque et mettre le patient en sécurité. Et puis vous avez ensuite d'autres
personnes qui sont connectées à Sauve Life, qui sont dans un rayon d'action un tout petit peu plus large, à qui on va indiquer où il y a des défibrillateurs. Donc il y a quelqu'un qui masse tout de suite, et il y a quelqu'un qui, dans le même temps, va chercher le défibrillateur et va arriver pour porter secours au premier. Avez-vous rencontré des difficultés lors de la mise en place de Sauve Life? Effectivement, il y en a eu beaucoup. Il ne faut pas se leurrer. Comme je vous ai dit que c'était une association en 1901, il fallait donc de l'argent pour ça. Donc il a fallu convaincre des partenaires financiers, il fallait convaincre d'autres professionnels de santé qui pensaient certains pourraient imaginer, on ne fait pas de la médecine avec un smartphone. Ce n'est pas de la médecine, il faut bien le comprendre. Et l'autre chose, c'est que de manière un peu fondamentale, on a voulu faire sauter des barrières. Et moi, je suis persuadé que quelqu'un qui fait un massage cardiaque, ce n'est pas un geste technique. C'est un geste citoyen, d'où le nom de citoyen sauveteur qu'on a développé. Et l'un des points qui a été fondamental dans notre perception, c'était de dire on prend tout le monde, parce que c'est un acte citoyen. Tout le monde peut appuyer au milieu de la poitrine le plus fort et le plus vite qu'il peut. Et donc, on ne demande aucun diplôme pour s'inscrire sur Sauve Life. Et ça, c'était quelque chose qui a été dur pour des professionnels. On dit oui, il faut quelqu'un qui sache vraiment faire. Mais quelqu'un qui sait vraiment faire, s'il est trop loin, de toute façon, la personne, elle est morte. Donc, il faut vraiment quelqu'un de proximité. Et en plus, dans le système français, avec le SAMU, il y a quelqu'un qui va guider au téléphone en permanence les gens. Et puis, aller chercher un défibrillateur, c'est 2 jambes pour aller chercher. Il ne faut pas une spécialisation pour l'amener. Il suffit après de l'allumer et de suivre les instructions. Nous avons été à la rencontre de l'un de ces citoyens sauveteurs, Jérémy, sapeur-pompier professionnel sur la métropole lilloise, afin de recueillir son retour d'expérience sur l'utilisation de cette application. Comment l'application vous a-t-elle alerté? J'ai reçu donc une double notification. Donc premièrement, une alerte de la part de l'application en elle-même, ainsi qu'un SMS envoyé en parallèle. Le SMS disant voilà, nous avons besoin de vous, etc. Et l'application donc précisant comme quoi justement il y a une intervention à proximité immédiate de l'endroit où je me trouve. Et donc l'application vous demande tout de suite sur l'écran principal est-ce que vous êtes disposé à pouvoir y aller. Donc vous avez un bouton tout simplement sur lequel appuyer. Une fois que vous avez appuyé sur ce bouton, et bien hop, le GPS se lance et vous êtes guidé jusqu'au lieu dit. Tout le monde peut-il devenir citoyen sauveteur? Oui, tout le monde peut devenir un citoyen sauveteur et j'encouragerais même tout le monde à le faire. Quand vous l'avez vécu une fois, en général, ça vous donne la flamme pour la suite. Quels sont les avantages de cette application? On va dire, et surtout le gros avantage de cette application, c'est sa rapidité. La rapidité que ça va engendrer dans la réponse de secours, tout simplement. En tant que pompier, forcément, c'est appréciable car vous avez déjà un primo intervenant qui est déjà sur les lieux et normalement formé aux gestes de premier secours, qui sont essentiels tout de suite dans le cadre d'un arrêt cardiaque. Et en tant que citoyen, du coup, tout simplement, à un moment donné, se sentir utile par rapport soit à son quartier, ou alors à son arrondissement où on peut habiter, etc. Autre avantage, le logiciel est assez intuitif et très simple d'utilisation. Y a-t-il des inconvénients? Le premier que je vois, mais ça c'est avec le recul professionnel, on n'a pas de connaissance du contexte dans lequel on intervient. Vous êtes déclenché pour un arrêt cardiaque, vous savez que c'est pour un arrêt cardiaque. Par contre, un arrêt cardiaque, voilà, ça peut être de multiples origines. Est-ce que vous êtes dans un contexte où vous avez un danger qui reste persistant? Est-ce que c'est un arrêt qui est lié à du traumatique? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant? Est-il possible de développer davantage la connaissance de cette application? On peut toujours faire mieux. Moi, je vous dirais que plus il y en a, mieux ce sera. Alors, par exemple, des trucs qui sont importants pour nous, c'est de faire de l'information auprès des jeunes professionnels de santé. Et je trouve que ce site va être présenté systématiquement dans toutes les écoles d'infirmières, dans toutes les écoles d'aides-soignantes, dans tous les gens qui ont cru à l'hôpital, même s'ils passent pas par une école. Bien sûr, les étudiants en médecine, ça se discute pas. Puis les professionnels de santé, on doit pouvoir faire une information. Chaque professionnel de santé est par ailleurs un relais. Pourquoi il y a de si bons résultats à Seattle? Pourquoi il y a de si bons résultats en Norvège? C'est simplement parce que chaque citoyen est un sauveteur. Est-ce une application évolutive? L'application elle-même, oui, elle va évoluer. Pouvoir personnaliser les algorithmes en fonction des départements, des régions.
Je m'explique. Vous êtes en centre-ville de Lille, il y a énormément de monde tout de suite. Donc, le périmètre autour de l'arrêt cardiaque, il peut être relativement faible. Par contre, je suis dans un lieu beaucoup plus rural. Restreindre à un cercle à pied à 10 minutes, c'est probablement trop restrictif. On pourrait élargir le cercle et donc personnaliser en fonction de la géographie les choses. Que pensez-vous de cet outil ? Ça correspond à ce qui nous manquait, ce premier maillon de la chaîne qui intervient rapidement, c'est quelque chose d'absolument génial. Le succès cérébral, c'est avant tout le massage cardiaque externe et la défibrillation la plus précoce possible. S'il ne se passe pas quelque chose avant que le téléphone sonne ou s'allume, bien souvent, malheureusement, le cœur repartira, mais le cerveau restera, lui, dramatiquement défaillant. Donc, tout le succès est dans vos mains. La e-santé désigne tous les domaines de la santé qui recourent aux technologies de l'information et de la communication. Elle apparaît de plus en plus comme une solution pertinente pour répondre aux besoins actuels. En effet, l'évolution de la démographie médicale, les inégalités territoriales d'accès aux soins, la hausse de la prévalence des maladies chroniques ou encore le vieillissement de la population représentent de réels défis, comme nous venons de le voir à travers ces différents exemples. Nous avons demandé à nos différents intervenants quelle était, selon eux, la place de la e-santé. La place de la e-santé va prendre de plus en plus d'ampleur, bien évidemment, dans les années à venir, avec l'innovation, la technologie, des technologies beaucoup plus innovantes. On va parler d'objets connectés beaucoup plus performants, beaucoup plus poussés, qui vont pouvoir à la fois donner des informations beaucoup plus pertinentes pour les médecins et pour leur prise en charge diagnostique. Ça, c'est le point numéro 1. Et ensuite, la santé de demain passera par une prise en charge de proximité avec des objets connectés en incluant l'ensemble des professionnels de santé. Nos territoires à nous, un peu rural, un peu désertés médicalement, on aura besoin dans chaque spécialité médicale d'avoir des objets connectés spécifiques pour accéder au médecin, pour que le médecin puisse consulter, s'entretenir avec son patient à distance, avoir toutes les constantes. Moi, c'est vrai que je suis plutôt de la génération de ceux qui pensent que c'est l'avenir. Après, ça peut être l'avenir à condition que ça respecte un certain cahier des charges, on va dire. Aujourd'hui, un smartphone, ce n'est pas toutes les personnes âgées qui arrivent à l'utiliser. Donc, il faut quand même arriver à faire des choses qui restent très simples, qui permettent de donner beaucoup de fonctionnalités aux soignants, ça c'est sûr, et beaucoup d'autonomie. Pour l'instant, en tout cas, je pense que cette santé connectée-là va servir aux personnes, entre guillemets, au plus en bonne santé. Les personnes âgées ou isolées ne pourront pas en bénéficier et donc, au final, consulteront de façon encore retardée et donc avec des pathologies encore plus graves. Je pense que ça va être une place vraiment prépondérante pour au moins faire un tri dans la gravité des patients et dans les délais de consultation. On est à l'aube de ce qu'on appelle la e-santé ou la santé digitale. Demain, nous aurons de plus en plus de patients connectés qui vont envoyer des signaux, des malades qui vont envoyer des signaux. Pourquoi ? Parce qu'on va diminuer la durée moyenne de séjour à l'hôpital. L'idée, c'est d'avoir une seule et unique plateforme e-santé. Cette plateforme e-santé reçoit l'ensemble de ces signaux, travaille avec des professionnels qui sont très clairement des infirmières spécialisées ou des infirmières de pratique avancée. Je pense que la e-santé est quelque chose de très bien, mais on sait que c'est quelque chose de très lucratif aussi. Et donc, il faut faire bien attention de la qualité des plateformes et des applications qui pourraient voir le jour. Avec la crise du Covid, la digitalisation a pris un sérieux coup d'accélérateur. Tout se digitalise et c'est une erreur de penser que la médecine ne fait pas partie de cette évolution du digital. Au cours de l'ensemble de nos interviews, certains intervenants nous ont fait part de contraintes juridiques. Engagement de la responsabilité des professionnels de santé, sécurité des données médicales, traitement des données personnelles, mise en conformité des éditeurs à la réglementation RGPD, autant de difficultés parfois citées comme des freins à l'utilisation de ces objets connectés. Par conséquent, nous avons souhaité apporter l'éclairage d'une professionnelle sur ces différentes problématiques juridiques. Nous avons ainsi interrogé Maître Lina Williat, avocate spécialisée en droit et éthique de la santé numérique, professeure de droit et vice-présidente de la Société française de santé digitale. L'utilisation de ces objets connectés nécessite-t-elle une mise en conformité sur le plan juridique ?
Bien sûr, puisque quand on lit, on relit le RGPD+, la loi informatique et liberté, on voit bien qu'il y a des règles à respecter quand on travaille sur de la donnée de santé. C'est des appareils qui génèrent énormément de données. Il est évident qu'il y a une déclaration CNIL, on a basculé sur les RGPD. Tout ça a été fait en collaboration avec un avocat spécialisé dans les applications. Nous sommes bien sûr accompagnés par différents cabinets pour la réalisation de cette protection des données personnelles et surtout des données de santé. Une des particularités de ces objets connectés, c'est qu'ils sont connectés. Et donc, ils génèrent de la data. Et donc, ils font circuler de la data. Et ce n'est pas n'importe quelle data, on parle du secteur de la santé. Et donc, c'est de la donnée de santé. Et vous le savez que le RGPD a qualifié la donnée de santé comme étant une donnée sensible. Comment ces données sensibles sont-elles protégées techniquement? On est chez un hébergeur de données de santé agréé pour pouvoir vraiment conserver ces données dans le strict respect de la loi. On est aussi hébergé sur un serveur dit HADS, un hébergeur agréé de données de santé. Donc c'est le niveau maximum en fait, pour faire court, de sécurité qu'on peut avoir sur un serveur. Le traitement de ces données est-il un plus pour le patient? Dans la notion finalement de maîtrise du sujet, de maîtrise de la thérapeutique, c'est un outil quand même un peu d'émancipation, qui est facilité par cet accès aux données qu'on n'avait pas avant et que les médecins n'avaient pas non plus avant. Le cadre juridique du RGPD est-il adapté à la pratique du terrain? Le contexte juridique, il est plutôt bien fait. Après, son adaptabilité au cas concret reste encore à améliorer. Très souvent, il y a une difficulté pour les éditeurs de ces objets connectés de faire une application littérale finalement de ces textes. Je vous donne un exemple tout à fait concret. Imaginons donc une application qui va permettre, par exemple, d'être connecté à un dispositif de télésurveillance. Le décret de 2010 concernant la télémédecine nous dit bien que pour pouvoir enrôler un patient dans un processus de télémédecine, il faut obtenir son consentement expressément formulé, c'est-à-dire qu'il doit dire oui. En plus, le RGPD vient dire, mais puisqu'en plus on est sur de la donnée sensible, il faut obtenir un consentement express du patient. Mais concrètement, est-ce que c'est un consentement express? Et très souvent, l'éditeur dit, voilà, on récupère un maximum de données pour aussi faire améliorer notre application. Et donc, sans rien dire de plus. Ils ne sont pas pour autant malveillants, parce que l'idée, c'est de voir effectivement comment cette donnée peut être retravaillée dans un second temps. Mais ce qui fait qu'il y a trop de données, souvent, récoltées par rapport à la finalité première de l'objet. Eh bien, il y va quand même, l'utilisateur. Comme il y va quand même, alors on en déduit qu'il est quand même d'accord. Sauf qu'on n'est pas sûr qu'il ait conscience véritablement de ce qu'il a accepté. En tant qu'utilisateur, avez-vous hésité avant d'accepter le traitement de vos données personnelles? Le fait de pouvoir accéder en temps réel à n'importe quel moment où vous êtes, où vous allez aller et où vous avez l'habitude d'être, ça me paraît un petit peu gênant. A-t-on besoin de géolocaliser forcément? L'utilisateur ne peut-il pas lui-même dire, voilà, moi je veux que ce soit dans les environs de Lille, parce que finalement je suis lilloise, mais je peux très bien devenir parisienne dans la journée aussi. Vous n'avez pas besoin de recevoir cette information-là. Concernant la géolocalisation, il n'y a aucune donnée qui est conservée sur les serveurs de géolocalisation. C'est ce qu'on appelle de la mémoire vive. Donc en fait, votre dernier point de localisation est connu par l'application pour vous déclencher s'il y avait besoin. Mais celles de 5 minutes avant ou celles de précédentes, elles sont écrasées au fur et à mesure. Sauf Live, c'est différent par contre, effectivement. Vous voyez, donc il faut avoir l'occasion de s'interroger sur ça. C'est-à-dire qu'on est passé au-delà du juridique, mais là, on est carrément sur l'éthique du numérique. On se pose, l'idée, c'est de savoir se poser des questions sur finalement ce qu'on met sur le marché et ce qu'on propose à l'utilisateur. Et d'inciter justement à mettre en place des référentiels éthiques pour les éditeurs pour qu'ils puissent s'interroger avant même de mettre sur le marché leur solution numérique, c'est-à-dire au moment de la conception. La responsabilité du citoyen peut-elle être engagée lors d'une opération de sauvetage? Aujourd'hui, en France, quand on interroge les gens, la première chose qu'ils vous disent, c'est « j'ai peur de mal faire ». Mais il faut bien comprendre que dans la situation où on est, il ne peut pas y avoir de mal faire. Le seul risque, c'est d'avoir un décès d'un patient par inaction. On a pu convaincre aussi le législateur, et il y a eu la loi du citoyen sauveteur, qui permet aujourd'hui à n'importe qui d'entre nous d'intervenir sans avoir la notion de risque de poursuite
L'engagement de la responsabilité du professionnel de santé est-il différent du cadre habituel ? S'il y a une défaillance pour le professionnel qui utilise ces objets connectés dans le cadre de sa pratique médicale, eh bien, ça sera la responsabilité de droit commun qui va s'appliquer. C'est-à-dire qu'il va encourir la même responsabilité que celle qu'il encourt lorsqu'il n'utilise pas ces objets connectés. Ça, c'est la base juridique. Ça ne fait pas pour autant qualifier l'obligation juridique d'une obligation de résultat. Ça reste toujours une obligation de moyens. Et au moment où on va se poser la question de la responsabilité du professionnel de santé, s'interroger sur les moyens qui étaient à sa disposition pour permettre effectivement d'obtenir le résultat qui était attendu de lui. Si le médecin qui va enrôler le patient dans le cadre de cette télésurveillance à distance dit au patient « vous êtes surveillé 24/24, 7 jours sur 7 », le patient pense qu'il est surveillé 24/24, 7 jours sur 7. Et donc, d'un point de vue juridique, ça sous-entend que le professionnel de santé, s'il ne limite pas sa surveillance, c'est qu'il s'engage à la faire 24/24, 7 jours sur 7. Et donc, si derrière, il vient dire « mais non, je n'ai pas les moyens de le surveiller pendant la nuit », sauf qu'il n'a pas limité sa mission auprès du patient, juridiquement, il est tenu par ce qu'il a déclaré. Donc, ça veut dire aussi que l'équipe hospitalière doit se former à ce type effectivement, de réflexe. Quel est le régime juridique applicable à ces objets connectés ? C'est qu'en fait, on n'a pas prévu de régime spécifique juridique dédié à ces objets connectés. Si bien que s'il y a une défaillance de ces objets connectés, ce sera la responsabilité du fait des produits défectueux classiques que l'on connaît. Donc, on distingue deux grandes catégories. Ceux qui ont la qualification de dispositif médical et ceux qui ne l'ont pas. Quand le professionnel de santé a le choix entre ces deux types de catégories, il est clair que d'un point de vue juridique, on va lui recommander plus de choisir l'objet connecté qui a la qualification de dispositif médical. Pourquoi ? Être qualifié de dispositif médical, c'est être garanti conforme à une norme de sécurité qui a été donc reconnue et actée d'un point de vue européen et qui a effectivement été reconnue par la France. Donc, ça veut dire que le médecin, par exemple, qui fait le choix d'un dispositif médical, il fait le choix de la sécurité. Mais la sécurité, ce n'est pas lui qui va aller la vérifier. Le médecin n'a pas ces compétences-là. Il va donc se fier sur ce marquage CE, DM, selon la classification des DM. Donc, vous imaginez, pour un professionnel de santé, on n'est plus du tout dans le même contexte de « j'ai le patient en face, je fais mon examen clinique, je donne ma prescription, je suis sûre de ce que j'ai fait ». Là, on est carrément sur un médecin qui va devoir se fier à un objet connecté, finalement, à l'opérateur, à l'hébergeur, à celui qui fait transiter d'une donnée à un point A à un point B, pour pouvoir ensuite faire son diagnostic. Donc, je le disais en début d'interview, on est toujours sur le droit commun de la responsabilité. Or, vous voyez bien que dans les faits, quand on passera devant le juge, on ne pourra pas plaider de la même façon. Nos conclusions sont différentes. On va devoir dire, oui, le médecin s'est fié à l'objet connecté. Or, la défaillance, elle vient peut-être de l'objet connecté. Elle vient peut-être finalement des tiers technologiques qui sont intervenus. Quel est le positionnement de la réglementation française en matière de e-santé ? La loi Bachelot, qui est venue donner la première base légale de la télémédecine en France, en fait, elle n'est que la réponse au fait que la France avait adhéré à une directive européenne qui avait acté l'accord des États européens de développer ce que l'on appelait la e-santé. On est l'un des rares pays européens à avoir donné un statut aussi strict à la pratique de la télémédecine. En fait, le pari qui a été celui français, c'était de dire oui au numérique en santé, mais attention, ça doit rester avant tout une pratique de soins contrôlée. C'est-à-dire que la télémédecine comme le télésoin doivent tous les deux respecter les bonnes pratiques de soins. Ça ne doit pas être une façon de faire dévier justement la qualité des soins que le patient mérite. Et si c'était à refaire ? Alors, c'est toujours en cours, en fait, le projet est toujours en cours. Si c'était à refaire, dans l'idée de l'augmenter sur une plus grande échelle et d'y ajouter plus de services. Ah ben oui, si le cas j'ai besoin, oui. Maintenant, sans hésiter, on y retourne. Oui, je
C'était à refaire, oui, je le referai. Bien sûr, on réitérerait notre positionnement de Medadom. Donc oui, à refaire complètement. Si c'était à refaire, bien sûr qu'on le referait. C'est une aventure extraordinaire. Et surtout, on a des vies qui sont sauvées grâce à des citoyens sauveteurs. En France, les objets connectés en santé ne représentent que 2% du chiffre d'affaires sur l'ensemble du marché des objets connectés. Nous avons pu voir, à travers ce reportage, que la e-santé sert de levier dans le domaine de la prévention et des soins primaires. Elle garantit l'accès à des soins de qualité pour tous et sur l'ensemble du territoire. Ces objets permettent également de replacer l'usager au cœur du dispositif de santé et de répondre à sa volonté d'autonomie, désormais reconnue comme un droit des malades. La réponse est unanime. Les objets connectés sont plus qu'un effet de mode. Ce sont de véritables atouts pour les patients, quel que soit leur âge ou leur maladie, mais également pour le système de santé dans son ensemble. La connectivité de ces objets sert de socle à la mise en place d'une médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative vers une médecine de précision. La France, longtemps considérée comme un pays en retard sur le déploiement de la e-santé, a pris la mesure depuis les années 2010 de l'utilité d'une véritable politique en la matière, avec une exigence de sécurité des données et de qualité des soins. Par ailleurs, pour les pays en voie de développement, les objets connectés ont une toute autre utilisation. Ils sont au service des soins de première nécessité, tels que les consultations médicales. Nous nous sommes rapprochés d'une ONG pour en avoir une illustration. L'AMREF est une organisation non gouvernementale africaine qui a pour mission de renforcer les systèmes de santé en Afrique en travaillant avec les gouvernements et les communautés selon 3 axes prioritaires. La santé maternelle, néonatale et infantile, la santé sexuelle et reproductive et la formation des professionnels de santé. Pour cela, l'AMREF a créé des outils numériques en santé, et notamment la valise de télémédecine du programme CELAL IKISAL, que va nous présenter Mylène Loridan, chargée de programmes et partenariats au sein du Bureau France d'AMREF Health Africa. Qu'est-ce que le projet CELAL IKISAL ? C'est un projet qu'on a mis en place au Sénégal à partir de 2015. Ce projet, il se développe autour d'un outil numérique où les agents de santé communautaire qui sont des relais en fait de la santé au niveau des communautés utilisent leur téléphone pour suivre en fait les femmes et les enfants. Après, donc on a le niveau de centre du poste de santé. Ou alors donc là, c'est les professionnels de santé qui vont pouvoir regarder et suivre ce que font les agents de santé communautaire au niveau des centres de santé. Il va y avoir une valise de télémédecine et qui va pouvoir aller jusqu'à cette personne parce que cette valise, voilà, elle est portable et donc elle peut atteindre des personnes qui vont pas forcément pouvoir voyager parce que si ces médecins n'ont pas forcément la compétence pour analyser en fait les examens qui sont faits, ils peuvent communiquer ces résultats à des médecins qui sont donc au niveau des hôpitaux de région. Quels sont les objets connectés de la valise de télémédecine ? La valise est assez complète quand même. On a un échographe, on a un glucomètre, on a une tablette pour la lecture des examens, on a un thermomètre, un ECG, un otoscope, on a tout ce qu'il y a faut pour le test de VIH aussi. Un tensiomètre. Les utilisateurs ont-ils été formés ? Même si l'utilisation est assez intuitive, il y a la formation sur les agents de santé communautaire, donc eux qui puissent identifier les femmes qui auraient besoin d'un suivi plus précis. Le projet aussi inclut une formation des professionnels de santé en fait. Et puis on leur fait aussi une formation sur les outils numériques qu'on met en place. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres ? Depuis 2015, donc le début du projet, on est à plus de 23 000 femmes enceintes enregistrées et près de 75 000 enfants de 0 à 5 ans. On a aussi 2 000 femmes qui sont dépistées et suivies si besoin pour le cancer du col de l'utérus. Quel est le principal frein ? On s'est rendu compte quand même qu'il y avait des problèmes de connexion. Voilà, on peut imaginer qu'il n'y a pas forcément d'Internet partout. Par contre, il y a une fonction hors ligne en fait, où donc le professionnel de santé va pouvoir enregistrer des photos, des vidéos de l'examen
et l'envoyer après. Dakar, notamment au Sénégal, est un berceau assez dynamique de santé numérique. Avez-vous déployé d'autres projets dans le domaine de l'e-santé ? En parallèle de la valise de télémédecine, on a aussi des lunettes de télémédecine. Donc, c'est une paire de lunettes qui sont équipées d'une caméra et d'une fonction qui puisse envoyer les images que la personne qui les porte voit un expert, donc par exemple un professionnel de santé qui est en train de faire une échographie d'une femme enceinte au niveau d'un village ou dans une plus petite ville, va pouvoir communiquer en fait avec un spécialiste qui va être au niveau de l'hôpital régional. Comment qualifieriez-vous en un seul mot votre objet connecté ou service qu'il procure ? Alors je dirais accessibilité. Je dirais que ce serait amélioration. Non, mais c'était vraiment un réel service. Facilitateur. En devenir. Je dirais tout simplement citoyenne. Une vraie plus-value. Cool. Sauver des vies.